Bonjour tout le monde. Donc ce soir, on va vous présenter une visio qui est plus orientée réanimation, comme tous les vendredis maintenant, vous savez. Le mardi, c'est plutôt ambulatoire, donc avec des cas cliniques d'ambulatoire, de suivi à domicile ou de suivi aux urgences. Et le vendredi, c'est plus des cas cliniques de réanimation. On va plus parler recrutement et décubitus ventral. Le décubitus ventral, on pourra en parler, hein, c'est pas mal remis en question avec les théories de Gattinoni en particulier, mais ça reste encore une technique qui est bien utilisée. Daniel Lichtenstein n'est pas avec nous ce soir. Je pense qu'il est très occupé. On n'a pas de nouvelles depuis une semaine. Néanmoins, il nous avait envoyé pas mal d'infos les semaines précédentes, et donc je vais vous faire part des infos qu'il nous avait envoyées, particulièrement des images qu'il nous avait données. Moi, je suis anesthésiste réanimateur. C'est aussi moi qui ai fondé MedTandem avec une amie à l'époque. Maintenant, je suis toute seule, avec toute une grande équipe. Donc voilà. MedTandem, c'est un organisme de formation reconnu par le DPC. On fait à la fois des formations en parcours qualifiant pour l'échographie, à la fois pour l'échographie abdominale, pour l'échographie musculo-squelettique, pour l'échographie gynéco ou encore thyroïde. On a dans les tiroirs de l'écho-cardio pour les médecins généralistes toujours. On a aussi dans les tiroirs de l'écho-cardio-thoracique, surtout pour les médecins généralistes et pour les anesthésias aussi, pour qu'on puisse voir les choses assez simples, les diagnostics rapides qu'on peut avoir au bloc. On a aussi dans les cartons l'écho pour l'anesthésie de l'œil. Voilà, donc on a pas mal de choses encore dans la petite boîte à vous proposer, mais d'ores et déjà, vous pouvez déjà trouver tout ça sur le site du DPC via le CEFAR. On fait aussi avec MedTandem des formations en one-to-one. C'est l'origine de MedTandem, hein, c'était les tandems, c'est-à-dire que vous pouvez aller en stage les uns chez les autres, vous regardez sur le site et vous pouvez aller approfondir vos connaissances sur l'opioid-free anesthesia, sur des techniques plus particulières d'anesthésie ou de réanimation. Vous avez aussi l'échographie cardiaque en réa en particulier. Ce sont tous des endroits dans lesquels vous pouvez aller vraiment les yeux fermés, mais je pense que vous allez avoir les yeux grands ouverts et les oreilles grandes ouvertes parce que c'est vraiment des centres super avec des médecins c'est vraiment des mentors, des médecins passionnés, expérimentés qui aiment transmettre. Donc en une journée et demie, vous allez apprendre énormément et c'est vraiment sympa. Voilà pour MedTandem. Ensuite, on a Gervais Bacbaudet, notre mentor échographiste, cadre de santé. Salut Gervais. Voilà. On a aussi ce soir Arnaud Germain qui nous avait fait l'amitié d'être avec nous déjà la semaine dernière. Arnaud, il est médecin anesthésia, il travaille en service de réa thoracique du CHU de Bordeaux, pour ceux qui connaissent à Haut-l'Évêque. C'est un gros service de chir thoracique. Il fait beaucoup d'échos pulmonaires. Arnaud, il adore ça. Et dans le cadre du Covid, c'est comme ça qu'ils surveillent les patients. Ils ont le scanner très facile dans cette structure-là puisqu'il est au même étage. Donc, ils font des scanners aux patients. C'est une fois par semaine et tous les jours, plusieurs fois par jour, ils font de l'écho thoracique. Je l'ai eu encore tout à l'heure. Il n'était pas disponible pour être avec nous. Donc, il m'a confié ses remarques par rapport au cas clinique qu'il nous a confié. Voilà, donc le programme de ce soir, je vais vous faire un petit édito. On va revoir un petit peu les bases de l'écho, pourquoi on en fait, notamment pendant le Covid. On va faire ça avec Gervais. Et ensuite, il y aura les cas cliniques d'Arnaud. Et puis ensuite, on aura normalement beaucoup de place pour les discussions. Voilà. Alors, toujours la même image que je vous présente, hein, c'est toujours cette étude clinique qui nous explique un petit peu la physiopathie, enfin, en tout cas l'histoire clinique de cette maladie du Covid, avec une maladie qui est vraiment très frustre, on va dire, pour la première semaine, avec peu de signes respiratoires. On commence à comprendre maintenant qu'il y aurait une atteinte du virus au niveau du tronc cérébral qui bloquerait les réponses de la mécanique ventilatoire et donc tout le système d'alerte. Ça serait une des raisons pour lesquelles on aurait des patients qui arrivent complètement épuisés aux urgences et qu'on intube dans l'heure ou les 2 heures après.
alors qu'ils n'avaient pas de signes cliniques patents, pas de signes d'essoufflement, pas de choses comme ça. On voit aussi qu'on a des lésions, une attaque du système nerveux avec les paires crâniennes qui sont atteintes avec les signes qu'on voit d'anosmie ou d'agueusie. Hein. On a ces signes cliniques-là. On a aussi des atteintes myocardiques avec des myocardites majeures, voire des arrêts cardiaques sur des atteintes importantes. On a quelques atteintes rénales directes, mais surtout ce qu'on a vu dans les patients les premières semaines, c'était surtout dû aux effets secondaires des médicaments qu'on utilisait. On a pas mal de collègues qui nous disent qu'il y a une grosse différence entre les patients avant les traitements antirétroviraux et après les traitements antirétroviraux. Maintenant qu'on en fait moins, on a moins de lésions rénales. Donc attention toujours avec nos thérapeutiques qui ne sont pas toujours adaptés et qui peuvent entraîner des lésions. Donc ce qu'on voit avec le virus, les signes qu'on voit, c'est des signes assez frustres. Le syndrome grippaux, maintenant vous les connaissez bien tous. Voilà, ça c'est la première semaine. À l'auscultation, pour les médecins généralistes, on n'a pas grand-chose. Donc c'est des signes qui ne sont vraiment pas marqués. On ne voit pas grand-chose à l'auscultation. Le patient n'est pas forcément essoufflé, on l'a dit. Donc la saturation, hein, je pense que c'est vraiment l'outil qu'il vous faut et qu'il faut utiliser. Vraiment, suivez vos patients avec la saturation. Faites suivre vos patients par des infirmières à domicile avec des mesures répétées de la saturation. Ça, c'est ce qu'on voit la première semaine. On voit qu'il y a clairement un gap à passer au niveau du 5e, 7e jour et que là, il peut tout se jouer. Sur la physiopathe, on a des nouveautés. On pense que la première semaine, c'est vraiment l'action du virus. La deuxième semaine, ça serait la réaction inflammatoire qui s'emballerait chez certains patients et qui serait responsable de ces lésions pulmonaires. De nouvelles choses là sont tombées encore ces jours-ci. On aurait une attaque du virus directement au niveau du globule rouge avec une hémoglobine qui ne pourrait pas transporter l'oxygène et qui relarguerait ces molécules de fer. Donc, on aurait ces lésions pulmonaires qui ne seraient pas forcément des lésions virales pures et qui seraient peut-être des lésions visibles par les dépôts de fer et qui entraînent ensuite la réaction inflammatoire. Donc, ça serait des réactions purement inflammatoires au niveau des poumons. Ça fait partie des pistes actuellement et ça ferait partie des pistes qui expliqueraient pourquoi la chloroquine ou l'hydrochloroquine serait active chez ces patients dans la première semaine de la maladie. Donc ça corroborerait un peu les thèses du professeur Raoult. Je vous laisse en décider ce que vous en voulez, mais c'est les dernières infos qu'on vient d'avoir. Sur la deuxième semaine, on voit clairement que c'est un énorme syndrome inflammatoire. Ça ne ressemble pas à un SDRA habituel. Hein. Il y avait le webinaire d'Adrien Rosé là, juste avant, là, de 5 à 6 cet après-midi. Il en refait un la semaine prochaine. Adrien, c'est un autre anesthésiste réa de la Réa Magellan, là, du CHU de Bordeaux. Adrien, il est féru de physiopathologie et il explique la mécanique ventilatoire chez ses patients. C'est très intéressant et pour lui, ça ne ressemble pas du tout à un SDRA classique. Donc, pour nous, ça veut dire est-ce qu'on fait de la ventilation non invasive? Est-ce qu'on fait de la ventilation de l'intubation et de la ventilation mécanique? On a l'impression que ça revient de plus en plus vers essayer de ne pas intuber les patients, même s'il y en a, comme je vous disais, qui arrivent avec 94 de SAT et qui sont extubés dans les 2 heures après. Donc, on va voir un petit peu ces lésions, puisque aujourd'hui, on va surtout parler imagerie et pas spécialement mécanique ventilatoire. Ça, je laisse Adrien raconter ça. On va essayer de voir un petit peu les lésions qu'on peut voir au niveau scanner et échographie. Donc, si on essaye de voir la place de l'imagerie dans la prise en charge du patient suspect de Covid, on voit bien qu'il a des signes cliniques au départ. Si les signes cliniques ne sont pas graves, on ne va pas voir grand-chose. Si les signes cliniques sont un peu plus importants, c'est toujours comme ça. Hein, on en est encore là depuis le début. On fait une PCR ou un scanner. La PCR, vous savez, hein, on n'a pas le résultat avant 3-4 heures après. Donc, il faut savoir ce qu'on fait du patient qu'on pense suspect. Est-ce qu'on le réadresse à la maison avec un confinement? Est-ce qu'on l'adresse aux urgences en hospitalisation côté Covid?
C'est toujours gênant d'adresser un patient dans le côté Covid quand on ne sait pas s'il est vraiment Covid, quoi. Si le patient vient pour une appendicite et qu'il se retrouve avec les Covid, on ne va pas l'avoir amélioré. Donc de ce côté-ci, on a la PCR et le scanner. On voit que dans certaines équipes, en particulier à Paris, le scanner allait beaucoup plus vite que la PCR et donc il faisait beaucoup de scanners. C'est aussi la prise en charge qu'a décidé l'ARS pour l'Aquitaine, c'est de privilégier l'accès au scanner puisqu'on avait assez peu de réactifs, nous, de PCR. Donc c'est des stratégies qui se prennent un petit peu au fur et à mesure suivant la disponibilité des imageries. De notre côté, sans signe de gravité, avec ou plus ou moins des signes d'infection respiratoire, de toutes les façons, on arrivait à un confinement et à une surveillance rapprochée par l'infirmière. Voilà. Donc, ce que j'avais à vous dire depuis le début, c'était attention, les patients peuvent avoir très peu de signes, à savoir une fréquence respi simplement à 22 et une SAT à 94, et pour autant être gravement atteint. Les lésions qu'on retrouve avec le scanner. Alors, on a eu pas mal de publications des Chinois qui nous ont montré des informations intéressantes. Maintenant, je pense que vous connaissez à peu près tout ça. C'est les images en verre dépoli, c'est-à-dire c'est votre verre que vous avez un peu frotté comme avec du papier vert, qui n'est pas vraiment transparent. Parfois, vous avez des condensations. On va voir qu'on va beaucoup parler de condensation ici, et peu ou pas d'adénopathie, et peu ou pas d'épanchement pleural. Ça fait partie quasiment des choses. Maintenant, quand on voit un épanchement pleural, quasiment on peut exclure la maladie de Covid, à part dans des surinfections qu'on commence à voir à la 3e semaine, quoi. Donc, on n'est pas dans les premiers jours. La sensibilité du scan, elle commence à être bonne au 5e jour, hein, quand on commence à avoir des lésions pulmonaires. Avant, on n'est pas très bon. Et après, la CRP élevée plus les images de scanner qu'on vient de définir, on monte à une bonne sensibilité. Qu'est-ce qu'on a comme lésions? Les lésions, elles apparaissent pas d'un coup bilatérales et multiples, hein, elles apparaissent petit à petit. On voit qu'on a d'abord souvent des atteintes focales, puis des extensions, avec en phase 3 des aspects beaucoup plus développés que ça, avec des images de verre dépoli un petit peu partout, prédominant aux bases et en postérieur, mais on voit qu'on en a chez des patients complètement en antérieur, comme vous pouvez voir sur ces images. Gervais va vous reparler des images scanographiques, hein. Donc, quelle place pour l'échographie pulmonaire dans cette maladie? Les Italiens, ils en ont beaucoup parlé, les Espagnols aussi. On voit que c'est vraiment devant un afflux de patients comme ils ont eu, il fallait qu'ils trouvent des solutions. Et le scanner, c'était carrément impossible de passer tout le monde au scanner. Et comme je vous disais, il fallait bien trier à l'entrée des urgences, savoir comment on allait adresser les patients. La quantification des lésions, on n'a pas encore beaucoup de data par rapport à ça, je vous en reparlais, pour savoir si les corrélations par rapport au scanner et à l'échographie et au signe clinique. Et enfin, la surveillance en réa, on va reparler. Donc pour nous, la place de l'écho, elle est multiple, hein, vous voyez. On a trois endroits en moins où on peut faire de l'écho, en gros, tout le temps. L'écho, c'est facile, vous savez faire. Maintenant, il y a des échos qu'on branche sur l'iPhone, sur l'iPad. C'est vraiment facile, c'est facile à nettoyer. C'est beaucoup plus facile à nettoyer qu'un scanner. On n'a pas besoin de déplacer notre patient. On peut le faire en ambulatoire, c'est-à-dire le médecin généraliste, il peut suivre son patient dans les centres de suivi, le revoir plusieurs fois. Donc, bon, en gros, où est-ce qu'on peut mettre l'échographie? Dans le grand schéma de gauche, où vous avez le patient qui arrive aux urgences et qui va avoir sa PCR. C'est ce que faisaient les Italiens et les Espagnols. C'est pendant qu'on attend les résultats de la PCR, pour attendre le scanner, on peut lui faire une écho pulmonaire. En attendant le scanner, on fait l'écho. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des lésions pulmonaires, on l'amène au scan, c'est sûr. On ne voit pas de lésions pulmonaires. On peut lui dire de rentrer chez lui, de se confiner et d'attendre les résultats de la PCR. En revanche, on n'a pas de signe de gravité. Ça, c'est souvent ce que vous retrouvez, vous, le médecin généraliste, ce que vous nous rapportez là, le mardi. C'est qu'il y a beaucoup de patients qui n'ont rien, quoi. Ils n'ont pas de signe de gravité spécifique. Vous ne savez pas trop comment les surveiller parce que maintenant, comme on sait qu'il y a plein de signes cliniques qui sont un peu frustres, comment faire? L'écho pulmonaire, ça vous donne un outil de plus. C'est pas la panacée, mais c'est un outil de plus. Donc, ça vous permet de vérifier. Vous voyez que votre patient n'a pas du tout de lésions pulmonaires. Vous pouvez le rassurer et le laisser rentrer chez lui. Ça ne vous empêche pas de le revoir 3 jours plus tard, hein, puisque vous savez que les lésions, elles n'apparaissent pas dès le premier jour.
Et puis surtout, ce que vous savez, c'est que vous les surveillez 5e J5, J7 particulièrement. Et dès que vous voyez que vous commencez à voir qu'il y a des petites désaturations, que vous commencez à avoir des signes de syndrome interstitiel unifocaux ou multifocaux, bah là, il faut accentuer la surveillance. On ne vous dit pas d'envoyer les patients aux urgences, hein, on vous dit de les surveiller. Madame Tan, tu as ton micro qui est ouvert. Quels paramètres vous voulez au niveau de la V? Voilà, excusez-moi. Donc, le triage, tel que les Espagnols et les Italiens nous l'ont proposé, ils trouvent que ça marche bien. Pour eux, ça a été vraiment un outil incroyable. Les lignes A, je vais vous les remontrer après, c'est un poumon normal tant que, attention, c'est les lignes A plus la ligne pleurale qui est mobile. Hein. Si la ligne pleurale n'est pas mobile, on a des risques d'avoir un pneumothorax. Donc, les signes cliniques, les signes échographiques sont simples. Hein. On parle de syndrome interstitiel dans la maladie Covid. Le syndrome interstitiel, c'est facilement repérable. C'est des lignes qui sont verticales au lieu d'être horizontales. À partir du moment où vous commencez à avoir plus de 3 lignes verticales, donc 3 lignes B, je vais vous redonner les caractéristiques aussi tout à l'heure, entre chaque espace intercostal, enfin à partir du moment où vous envoyez entre un espace intercostal, il va falloir vous méfier, il va falloir faire une surveillance à domicile. Regardez bien dans les 6 cadrans de chaque côté si vous voyez d'autres foyers de lignes pleurales, de fusées pleurales. Si vous commencez à avoir des lignes B de façon très importante, c'est-à-dire beaucoup de lignes B avec peu d'espacement entre elles, vous avez souvent associé une ligne pleurale qui est irrégulière avec des petits crochetages, je vais vous les remontrer. Là, ça commence à devenir inquiétant et ces patients-là, ils ont souvent des désaturations. Alors, ne vous attendez pas à des désaturations à 80%. Hein. Vous allez avoir des patients qui vont avoir 94, 93, 96 de SAT. Ces patients-là, déjà, il faut penser à les diriger vers des urgences, qu'ils soient pris en charge, qu'ils aient les dépistages. C'est des patients qui peuvent décompenser à tout moment. Le dernier stade, c'est le stade de la consolidation. On va en voir beaucoup ce soir. Quand vous avez un poumon qui ressemble à du foie, c'est que c'est pas normal, hein, c'est qu'il y a beaucoup de liquide à l'intérieur, c'est qu'il se passe quelque chose, c'est qu'il manque de l'air. Et donc là, on commence à avoir des patients qui ont des désaturations importantes et qui peuvent risquer d'être intubés, qui ont des mécaniques ventilatoires souvent altérées. Donc, les signes cliniques, c'est vraiment les lignes B, plus de 3, c'est-à-dire des fusées pleurales, voire des fusées dépolies quand on en a plus de 6, l'irrégularité de la ligne pleurale, les consolidations, et après, on commence à avoir des distributions bilatérales. Faites attention, il y a souvent des lésions aussi en antérieur. Donc, le triage, ça permet ce que je vous disais, le retour à la maison si on n'a pas trouvé de lésions pulmonaires, en ayant bien regardé partout. L'isolement en médecine, si on voit des lésions pulmonaires, en se disant en attendant d'avoir la PCR ou en attendant d'avoir le scanner, on l'isole en médecine et on surveille en écho en médecine, c'est aussi possible. Hein. Il y a l'étude de Mehdi Benchoufi là, sur Paris, là. Ils ont fini, donc ils nous donneront les résultats, je pense, mardi ou mercredi. Ils montrent là, ils ont des retours comme quoi il y a des patients qui sont isolés en médecine avec 5 litres d'oxygène et que quand ils font des échos, ils voient qu'effectivement, il y a des patients qui ont déjà des condensations pulmonaires mais qui sont asymptomatiques, à part la nécessité d'oxygène. Les mêmes patients avec les mêmes signes cliniques, avec la même nécessité d'oxygénodépendance, la même oxygénodépendance avec 5 litres, n'ayant pas de lésions pulmonaires à l'écho, eux vont repartir rapidement à la maison, alors que les autres vont rapidement être admis en unité de soins continus ou en réanimation. Donc, on commence à avoir vraiment des images et des prises en charge, et on voit que l'écho, c'est quelque chose de facile qui peut vraiment nous aider. Soins continus, réa, on va en reparler ce soir, et puis évidemment pour voir si votre patient est Covid-neg, il n'a pas de lésions, il a d'autres lésions, l'écho peut servir à d'autres choses. Vous avez un examen clinique qui vous aide. La quantification, ça, on va en reparler, mais aujourd'hui, il n'y a pas énormément de data qui pourront me permettre de nous dire est-ce qu'on a des signes scan et écho qui nous montreraient qu'on va à l'intubation. Les condensations pulmonaires, en général, le patient n'est pas bien. Hein. Le patient désature, il a peu de réserve et souvent, c'est quand même des patients qui finissent en réanimation. On est quand même pas sûr, mais bon, les voyants sont quand même très au rouge quand vous avez des condensations pulmonaires. Pour le reste, c'est plus difficile. Les fusées dépolies, on sait que c'est corrélé avec les images de scanner en images dépolies, en verre dépoli, mais
ça peut s'améliorer après. Sachez vraiment que l'évolution de la maladie, elle est complètement erratique et qu'on a des patients qui vont s'améliorer alors que d'autres non. Le monitorage en réa, on va en reparler. Donc, le message que vous reprenez à la maison, c'est bien sûr que le dépistage du Covid se fait avec la PCR et le scanner. On ne remet pas du tout ça en cause. On vous dit que l'écho peut vous aider pour faire plein de choses. En amont, le suivi de vos patients, dépistage des lésions pulmonaires, particulièrement à J5, J7, triage quand vous êtes à l'entrée des urgences pour un afflux massif en attendant les résultats de la PCR si le scan n'est pas là, suivi en réa. Bon, il y en a des indications. On est même en train de réfléchir avec les copains là, en se disant on va repartir au bloc. Ils vont nous donner l'autorisation de repartir au bloc dans une semaine, dans 2 semaines, dans je ne sais pas combien de semaines. Qu'est-ce qu'on fait quoi? On repart avec dans 15 jours ou dans 15 semaines, je ne sais pas, dans 15 jours François. Qu'est-ce qu'on fait quoi? Est-ce qu'on considère que tous les patients sont Covid+? Est-ce qu'on se met à intuber avec les masques canards? Ou est-ce qu'on fait comme quand on fait pour les inductions séquences rapides chez les patients qui arrivent aux urgences? Est-ce qu'on met un petit coup d'écho, là pas à l'estomac pour voir si l'estomac est vide, mais au niveau du poumon pour voir s'il y a des lésions pulmonaires? S'il y a des lésions pulmonaires, on a bien envie de s'habiller correctement et de se protéger. S'il n'y a pas de lésions pulmonaires, on se dit quand même qu'on risque moins de choses. Je ne sais pas, ça fait partie des questions qu'on pourra débattre tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez des idées là-dessus, mais c'est des questions qu'on s'est posées. Toujours protégez-vous, nettoyez votre matériel, ça, on ne vous le dira jamais assez. On est parti pour l'écho en pratique. Alors, l'échographie, comment vous faites? C'est très simple, hein. L'écho, c'est un peu comme si vous preniez votre stéthoscope et que vous alliez ausculter votre patient. En gros, il y a 3 zones, la zone antérieure, la zone latérale qui est au niveau axillaire et la zone postérieure. Quand vous faites tourner le bras de votre patient et qu'il mette simplement sa main sur l'épaule opposée, vous avez davantage accès à cette zone postérieure. Pour chaque zone, on vous conseille de faire supérieur, inférieur. Ça fait 6 cadrans par patient, par côté, pardon, par hémithorax. Faire évidemment droite et gauche. De faire toujours pareil, hein, toujours du comparatif et de tout bien noter ça. Je vous donnerai une petite feuille de recueil que Laurent Muller et Laurent Zitkiewicz ont sorti. Eux, ils font aussi des co-cœurs, mais nous, on fera juste simplement pour l'écho pulmonaire. Je vous montrerai ça. C'est vraiment important d'aller chercher les 6 zones. Vous pouvez faire simplement avec vous pouvez faire avec les 3 points que propose le CERF avec Daniel Lichtenstein, simplement pour le Blue Protocol. Mais méfiez-vous quand même, il y a des lésions antérieures, il y a parfois, on pense qu'il vaut mieux quand même faire les 6 cadrans. Comment visualiser les images sur l'écho pulmonaire? Il faut partir des bonnes bases. Les bonnes bases, c'est encore Daniel qui nous donne ça, hein. Vous savez que Daniel Lichtenstein, c'est quand même le pape de l'échographie pulmonaire. Donc, vous avez le signe de la chauve-souris. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, la chauve-souris. Moi, j'ai un peu du mal avec la chauve-souris, mais sachez qu'il y a les lignes blanches que vous voyez là où il y a les flèches. Les lignes blanches représentent les côtes, donc c'est les lignes hyperéchogènes. Évidemment, les ultrasons, vous savez, arrivent, tapent contre les côtes. Ça renforce l'image, ça fait la ligne hyperéchogène. Et comme un mur, comme si vous aviez un mur derrière, il ne se passe rien, c'est tout noir. Donc, c'est comme si vous aviez de l'ombre. Donc ça, c'est les fenêtres, le renforcement postérieur au niveau des côtes. Pour analyser les images, tout ce qu'on va vous dire, à chaque fois, ça se passe là, sur un espace intercostal. Donc, ça veut dire que votre sonde, elle est verticale, elle est entre deux, elle traverse deux côtes. Au milieu, vous allez voir une ligne hyperéchogène de même, qui est à quelques millimètres, 1 centimètre à peu près, plus profonde que la ligne des côtes. Ça, c'est votre ligne pleurale. Donc, c'est par là qu'on commence. Une fois que vous avez vu ça, là, pour le Covid, c'est assez simple. Vous avez les lignes A qui sont des lignes hyperéchogènes, qui sont les répétitions d'écho de votre ligne pleurale. Donc, ce sont des artefacts, hein. On les retrouve à équidistance de la ligne pleurale. On en retrouve plusieurs. Ici, on en voit 3. Alors, je vais vous mettre la petite vidéo. Voilà. Vous avez donc ici les côtes, la côte ici en haut et le cône d'ombre derrière. Je disais que ça ne passe pas. Ensuite, vous avez la ligne pleurale ici qui bouge, qui est bien mobile. Vous voyez qu'il y a des petits crochetages d'ici. Ça, c'est votre ligne pleurale. Et ensuite, vous voyez les lignes A régulièrement espacées à équidistance
par rapport à la plèvre, par rapport à la peau. Voilà. Donc ça, c'est véritablement des lignes A. C'est votre poumon quand vous voyez comme ça. Avec le glissement pleural, vous avez un poumon qui est normal à cet endroit-là. Les lignes B. Les lignes B, ce qui est important, c'est de bien les caractériser. Une ligne B, elle se caractérise par 7 caractéristiques. C'est un artefact en queue de comète, c'est-à-dire qu'elle est bien définie, elle est longue, elle va traverser l'écran pour aller jusqu'en bas de l'écran, elle part de la ligne pleurale, elle est hyperéchogène, c'est-à-dire qu'elle est très blanche, vous la voyez très très bien, voilà. Elle ne s'épuise pas en allant jusqu'au bout, elle efface les lignes A, c'est-à-dire que vous ne voyez plus les artefacts de répétition que vous voyez avant. Et dernière caractéristique, elles sont mobiles avec la ligne pleurale. Ça, vous le verrez sur les films tout à l'heure. Je vous parlais donc de ligne B. Ici, sur la gauche, vous avez une ligne B qui est toute seule, qui part bien de la ligne pleurale et qui descend bien, qui est bien hyperéchogène, fine. Elle correspond bien à une ligne B. C'est Thierry Diaz, un médecin généraliste, qui nous a envoyé cette image la semaine dernière. Et sur la droite, vous avez des images de syndrome interstitiel. On peut en parler à ce moment-là, quand on a plus de 3 lignes B dans un espace intercostal. Donc, sur l'image du milieu, vous voyez qu'il y a au moins 5 lignes B, dont 2 au milieu qui sont quasiment contiguës, mais elles sont bien séparées. On voit bien qu'il y a de l'espace entre les lignes B. En revanche, sur l'image de droite, vous voyez qu'il y a plus de 6 lignes B. J'ai écrit ligne pleurale, excusez-moi, je me suis trompée. Plus de 6 lignes B qui partent de la ligne pleurale. Et la distance entre chaque ligne B est réduite de moins de 3 mm à peu près. Donc là, on parle de fusée des polis, donc de syndrome interstitiel sévère. C'est là qu'on a une corrélation avec les images de scanner en verre des polis. Juste parce qu'aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait pousser un peu plus loin. Vous avez donc à gauche les fusées pleurales avec les lignes B. Et à droite, c'était Daniel nous avait envoyé ça la semaine dernière ou il y a 15 jours. Où il nous dit faites attention, il y a des lignes B qui ont des cousines, qui sont les lignes Z, qu'il appelle bien LED, comme vous voyez. Donc, les caractéristiques en détail. Donc, sur la ligne Z, c'est un artefact en queue de comète, c'est pareil. Ça naît aussi de la ligne pleurale. Donc, c'est les 2 premières caractéristiques qui sont les mêmes. Et après, tout le reste n'est pas pareil. Elles sont mal définies, vous voyez. Elles ne vont pas jusqu'au fond de l'écran. Elles ne sont pas hyperéchogènes, elles ne sont pas mobiles, elles n'effacent pas les lignes A, puisque vous voyez qu'il y a des lignes horizontales qui sont là. Daniel vous fait dire que ce sont de véritables parasites, d'où la ligne Z. Ils ont pris la dernière ligne de l'alphabet pour les caractériser. C'est pour dire qu'on peut les oublier. En tout cas, qu'elles n'ont pas de justification anatomique ou pathologique. Vous retrouvez tout ça, de savoir comment on fait l'échographie pulmonaire, avec à la fois des vidéos qu'on a faites depuis maintenant plus de 15 jours. Vous voyez, il y avait 17 000 vues sur cette vidéo. Il y en avait plus de 4 000 sur la précédente qu'on avait faite. Là, on avait rajouté les images d'écho pulmonaire. Donc, vous avez été hyper nombreux à regarder ces vidéos. On est super contents. Apparemment, ça vous a bien aidé parce qu'on reçoit plein de messages très sympas. Vous avez aussi les reviews des autres visioconférences qu'on a faites les jours précédents. Donc, vous pouvez aller regarder ça. Et puis après, vous pouvez aussi voir d'autres vidéos qu'on a mis en libre accès. Je vais laisser la parole à Gervais qui va nous expliquer véritablement qu'est-ce qu'on voit en écho et au scanner avec les corrélations pour le Covid-19, pour cette maladie qui nous réunit ce soir. Gervais, c'est à toi, monsieur l'imageur. Vas-y. Bonjour tout le monde. Alors là, sur la droite, vous avez une image de scanner classique. Donc vous voyez en regard de la paroi, des petites images en verre dépoli qui ne sont pas très étendues. Si vous regardez bien, vous pouvez voir qu'elles sont juste sur un espace intercostal. Quand on regarde bien, plutôt celle du haut là. Voilà. Donc on va regarder la corrélation que ça peut donner sur une image échographique. Donc bien retenir, comme l'a dit Lucie tout à l'heure, la sémiologie c'est sur un espace intercostal, donc on doit voir les 2 côtes de chaque côté, c'est ce que vous montre le trait vert. La ligne pleurale toujours mobile, bien évidemment. Et là, on voit plusieurs fusées pleurales
C'est-à-dire, vous voyez bien qu'il traverse tout le long de l'écran. On peut en compter jusqu'à 4 dans l'espace. Donc là, à partir de ce moment, des lignes B, par contre, pardon, et, quand on en compte 4, là, on peut parler de fusée plurale. Voilà. On les voit très bien ici. Donc ça correspond à un petit syndrome interstitiel peu étendu. Donc là, on peut dire qu'on est en début d'une phase Covid. On va passer après sur des lésions qui sont plus étendues. On va passer sur l'autre Juste diapositive. pour là, vous pouvez avoir, on nous a demandé, vous pouvez avoir ces images-là de lignes B qui disparaissent. Elles sont visibles et puis après, vous avez l'impression que vous ne les voyez plus. C'est pas grave, hein, c'est pareil, ça ne change pas, ça veut dire qu'elles sont toujours là. Hein. Voilà. C'est juste dynamique. Hop. Attends, je vais Voilà. revenir, excuse-moi. C'était les premières. Voilà. Très bien. Donc là, à droite, on a la correction de l'image scanner. Vous pouvez voir sur le poumon de gauche. Oh, voilà. C'est les joies du direct. Donc sur le poumon que vous voyez à gauche, vous voyez une lésion qui est beaucoup plus étendue. On voit qu'elle se voit sur plusieurs espaces intercostaux. Elle a l'air beaucoup plus, on va dire qu'elle est plus dense que celle qu'on a vue, qu'on voit d'ailleurs en haut à droite, par exemple, qui pourrait correspondre au cas d'avant. Donc là, à ce moment-là, toujours pareil, on va essayer de voir sur un espace intercostal. Donc là, en l'occurrence, comme elle est un peu plus étendue, on va regarder. Là, sur l'image, on en voit deux. Vous avez en plein milieu une côte. Vous avez une autre côte à droite et vous avez l'autre côte à gauche. Donc là, vous voyez plusieurs lignes B. On les reconnaît bien. Et par contre, elles sont très peu espacées. Comme je disais tout à l'heure, moins de 3 mm. Elles sont quasiment confondues. Et quand vous voyez le mouvement du glissement pleural, vous avez l'impression qu'elles passent d'un côté à l'autre d'un espace intercostal comme un rideau qu'on tirerait. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler les fusées dépolies. Et là, ça signe un syndrome interstitiel beaucoup plus étendu. Là, à partir de ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là qu'il peut y avoir des désaturations. C'est pas toujours le cas, mais à ce moment-là, c'est plutôt à ce moment-là qu'on le verra. Pas sur l'image qu'on avait avant. Voilà. Et en général, donc là, un signe qui va être important aussi à reconnaître, qui a été dont on a souvent parlé dans les études différentes, les espagnoles, chinoises aussi, c'est les irrégularités de la ligne pleurale. La ligne pleurale, au lieu d'être bien droite, moi, elle ne veut pas démarrer. C'est pas grave. Ça y est. C'est celle d'avant. Ah, c'est celle d'avant. C'est pas grave. Très impeccable. Donc là, effectivement, on voit notre ligne pleurale. Si vous voyez un peu plus juste à côté de la côte, vous allez voir, vous voyez une fusée pleurale, et en regardant cette fusée pleurale, vous voyez un petit décroché de la ligne pleurale. Donc ça peut signer des petites micro-condensations sous-pleurales. C'est des images qu'on voit très souvent dans les images de Covid-19. Voilà, tout à fait. Le début des condensations. Hein. Voilà, exactement. Donc ensuite, là, on passe sur la phase 3, la pire phase. C'est-à-dire que là, donc toujours dans notre espace intercostal, là, on s'aperçoit qu'on voit une image hypoécogène. On n'a plus du tout de ligne A. On n'a quasiment plus du tout on n'a pas de ligne B non plus. On a l'impression d'avoir carrément un organe hypoécogène rempli de petits points hyperécogènes. Le petit point hyperécogène, c'est un bronchogramme aérique. On voit que là, c'est vraiment consolidé. Là, on est en phase de consolidation. Là, on est vraiment dans une phase 3. Là, ça commence à sentir mauvais. Voilà. On va montrer un peu sur une image statique ce que ça donne au scanner. Donc, effectivement, le signe que vous connaissez tous, on parle d'hépatisation pulmonaire. Là, effectivement, c'est une rate, mais la rate a la même écogénicité que le foie. Donc, c'est surtout qu'on voit que le poumon, là, on n'a plus du tout un aspect de poumon, on a vraiment un aspect, on dirait qu'on a un organe, on voit vraiment que c'est consolidé. Donc, on voit bien que là il n'y a plus du tout d'air dans cette partie-là. Donc, c'est là où on est vraiment au niveau de l'atteinte sévère du SDR. Très bien. On peut passer à la suivante. Voilà, très bien. Donc là, ce qu'on expliquait, c'était sur l'épanchement pleural, il va arriver que quand les phases bien évoluées, donc là, la partie qui est hypoécogène, c'est-à-dire la plus noire, c'est du liquide.
En dessous, on retrouve notre phase de condensation hypoécogène, plutôt grise, avec plein de les petits bronchogrammes aériques qu'on retrouve. On voit la corrélation scanner à côté. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que les images scanner se retrouvent à l'échographie. Là, c'est juste l'imagerie qui change, mais en fait, elle se retrouve très bien de chaque côté. Il faut juste respecter une bonne rigueur de réalisation des clichés, toujours penser surtout à l'espace intercostal, très important. Voilà, au niveau de la condensation, là, bon, il n'y a plus trop besoin de voir un espace intercostal. Voilà, on peut passer à la suivante. Donc là, bon, là c'est encore une image des branchements pleurales. Là, la vidéo, j'avais la vidéo, mais je l'ai paumée là. Donc du coup, il y a juste l'image. Donc logiquement, il y aurait un floating, on verrait le bout du poumon qui flotterait dans le débranchement pleural là. C'est le signe du floating. Voilà. Donc, très important. Ce qui va être super important là, c'est que il va falloir faire la différenciation entre les secteurs normaux et les secteurs où on va pouvoir retrouver des fusées dépolies. Quand on voit ces fusées dépolies ou des fusées pleurales ou en fait, on va dire un syndrome interstitiel, là, il va falloir commencer à s'inquiéter. Si on voit vraiment, par contre, des fusées dépolies, à ce moment-là, c'est vraiment ce moment-là où il faut vraiment penser à voir si on peut peut-être hospitaliser la personne. Voilà. Ça marche. Merci Gervais, on va continuer. Merci à toi. Avec le cas clinique, donc les cas cliniques, les 3 cas cliniques que nous propose donc Arnaud Germain ce soir. Donc je lui avais demandé de nous montrer un petit peu quel était le rationnel de l'utilisation de l'écho pulmonaire dans la réponse au DV. Est-ce que véritablement on voit des choses quand on passe notre patient en décubitus ventral? Est-ce qu'il y a des moments en particulier où on passe nos patients en décubitus ventral? Donc ça, on en avait discuté aussi avec Adrien. La place de l'écho en réanimation, c'est vraiment, pour eux, c'est à partir du moment où ils voient que les images vers des polis là, se transforment en condensation, c'est ce moment-là qui les intéresse en fait. Et donc, ils traquent ça avec l'échographie, c'est-à-dire qu'ils traquent le moment où il y a des fusées dépolies et le moment où on va arriver à des condensations. Donc, avec ces petits signes d'irrégularité de la ligne pleurale, avec les condensations qui commencent à arriver. Donc, jusque-là, on peut plutôt recruter et mettre de la PEP, même si on voit que la PEP, c'est plutôt pour des effets shunts qu'on utilise. Mais le DV, il va être vraiment important à partir du moment où on a des patients qui ont des condensations. Donc, c'est parti. Le premier patient, hypertendu, diabétique, cardiopathie ischémique, ça fait déjà beaucoup. IMC à 35, AJ10 d'intubation et AJ3 d'ECMO véno-veineuse. Pas de réponse au DV. On regarde ça, effectivement, on n'a pas l'impression qu'il répond au DV. On regarde sur l'écho, et ben on va voir qu'effectivement, il ne se passe pas grand-chose. Donc, on a bien un scanner qui est horrible. Hein. Personne n'a envie de voir un scanner aussi horrible que ça. On voit bien les condensations postérieures, mais on voit bien que l'ensemble du poumon paraît peu respirant. Donc, à l'écho, qu'est-ce qu'on voit? Alors, à chaque fois, on va parler des régions postérieures, puisque le patient est en décubitus ventral. Donc, c'est les régions auxquelles vous avez accès, vous, directement. Mais ça reste les régions postérieures du patient. Donc, postéro-basal gauche. Donc, en bas à gauche, qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez déjà que ça bouge très peu. Alors, ce patient, comme il est sous ECMO, il a des VT en dessous de 200, je crois. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup bouger le poumon. Et on voit bien que c'est de la condensation, tout ça. Hein. On a l'impression qu'on est en train de bouger un peu comme Gervais me disait tout à l'heure, que ça bouge un peu. On a l'impression que ça flotte un peu, ce poumon. Même s'il n'y a pas de liquide entre les deux, on n'a pas l'impression qu'il y ait... On n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de mouvement dans ce poumon et on a vraiment l'impression que c'est compact. Ça, c'est en décubitus ventral. Hein. On va regarder maintenant en postéro-apical, c'est-à-dire plus antérieur, plus haut, mais on voit exactement la même chose. Ça ne bouge pas du tout. Région antérobasale gauche, donc on y va. Là, c'est pareil, on a carrément l'impression qu'il y a du liquide. Rien ne se passe, il n'y a rien de nouveau.
On continue, on a toujours cette condensation ici qui est très importante. Là, on a l'impression peut-être un peu qu'on a quelques lignes B, que ça passe un peu, mais on a quand même surtout l'impression que la ligne pleurale est complètement déchiquetée et qu'il n'y a rien de très intéressant qui se passe. Là, vous voyez, ça passerait un peu, mais ça a l'air quand même d'être assez difficile. Donc, ce patient, en fait, il ne répond pas du tout au DV. Ils en sont là pour le moment. Deuxième patient, rassurez-vous, le deuxième et le troisième, c'est des images plus rassurantes. Un patient qui n'a pas d'antécédent, 49 ans, tabagisme sevré depuis 20 ans, un IMC à 30, il a J10 d'intubation et lui, en revanche, il répond bien au DV. Alors, vous allez voir que il nous explique, Arnaud, que les zones de condensation, elles alternent avec la gravité, c'est-à-dire en fonction de la position. À chaque fois que vous mettez votre patient sur le dos, c'est les zones postérieures qui se condensent. Quand vous le mettez sur le ventre, c'est les zones antérieures qui se condensent. Donc, quand vous le mettez en décubitus ventral, vous avez les zones postérieures qui se réaèrent, alors que quand vous le mettez en décubitus dorsal, c'est les zones antérieures qui se réaèrent. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce scanner? Qu'effectivement, en postérieur, c'est très condensé. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne en écho. Donc là, on retrouve en postéro-basal gauche des images. Hop là, attendez que je remette. Je me suis emballée. Voilà, on retrouve des images très condensées. En antéro-basal, hop. Et là, en postérieur, en revanche, donc là, c'était en antérieur. Quand on passe en postérieur, on voit qu'on a des lignes B, c'est-à-dire que ça passe à nouveau. Vous voyez bien la différence quand même là. Ah mince, à chaque fois, je m'embête avec le truc, excusez-moi. Donc là, vous avez bien la ligne pleurale ici qui bouge, qui est mobile. Vous voyez bien vos lignes... Excusez-moi. Vous voyez bien vos lignes B qui descendent jusqu'au fond de l'image. On peut les compter. Elles sont bien espacées. Donc, on comprend que notre poumon ici respire. Donc, on est en zone postérieure. Donc, on est à l'arrière, dans le dos de notre patient, qui est en décubitus ventral. Donc, c'est les zones qui sont les plus hautes. Et on voit donc que notre patient répond au décubitus ventral, puisque ça passe à nouveau dans ces zones postérieures. En antérieur, en revanche, quand on regarde, on voit qu'on est toujours condensé. Hein. Vous voyez cette image de choses épaisses. On voit bien que ça ne bouge pas facilement. On ne voit pas bien la ligne pleurale. On la devine ici. On voit qu'il y a des condensations sous-pleurales et on voit qu'ici, il y a de l'écho, il y a de l'ultrason qui passe. On a l'impression qu'il y a du tissu, une masse compacte. Donc ça, c'est de la condensation. Notre dernier patient, monsieur N, 70 ans, vous voyez, c'est à peu près les mêmes profils, hein, ils sont tous hyper tendus. Il a eu un AVC, il a un IMC supérieur à 30, il est à J21 d'intubation, récidive de SDRA sévère après une brève amélioration sur une pneumopathie acquise en ventilation mécanique. Lui, il a une bonne réponse au décubitus ventral, il réaère bien ses zones postérieures en décubitus ventral, on va regarder ça. Donc, vous voyez, ça ne donne pas envie non plus. Hein. On voit bien les condensations postérieures. On voit bien le bronchogramme aérique sur le poumon gauche en postérieur. On voit que c'est aéré quand même. On essaye le DV. Qu'est-ce qu'on voit? Donc là, on est en région postérieure. Vous voyez bien que ça passe. Donc là, Arnaud, il n'utilise pas les repères qu'on vous a donnés. Il n'a pas mis la sonde, il ne l'a pas mise en verticale. Il l'a mise entre deux espaces intercostaux, pour mieux visualiser les lignes pleurales s'il y en avait qui apparaissaient. Et donc là, vous voyez bien qu'effectivement, il y a beaucoup de lignes pleurales. Alors, on ne peut pas définir ici s'il y en a plus de 3 dans un espace intercostal, puisqu'on est déjà dans un espace intercostal, on est perpendiculaire à ce qu'on vous a montré. Néanmoins, on voit bien que ça passe. En revanche, en antérieur, là, vous voyez qu'on a l'impression que c'est le cœur qui bat, mais non, c'est le poumon qui bouge. Hein. C'est des zones complètement condensées. On se demande comment ça arrive à respirer. On repart en postérieur basal gauche cette fois-ci, et là pareil, on voit que ça passe.
On voit qu'il y a la ligne pleurale, elle est bien définie, même si on a un crochetage. On voit qu'on a bien les lignes B qui descendent, qui sont bien fines et qui vont bien jusqu'au fond de l'écran. Donc, on voit que ces zones-là sont à nouveau aérées. En antérieur, toujours pareil, hein, à l'intérieur, on voit que c'est bien condensé, que là, il n'y a pas de ligne pleurale. Vous voyez, on n'arrive pas à la définir. On voit bien qu'on n'a plus cette ligne blanche hyper écogène de la ligne pleurale. On voit que c'est des espèces de masses qui bougent, mais ce n'est pas aéré. Tout ça. Voilà. Donc voilà pour les cas cliniques. Je voulais juste, avant de vous donner la parole à tous, faire un petit point sur les études cliniques en cours. Donc c'est parti pour les études cliniques. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire qu'il y a plusieurs études cliniques qui sont en train de se lancer. Il y a eu un petit peu de retard avec parce que les CPP étaient un peu longs à obtenir, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'études cliniques qui se lancent. En réa, c'est surtout sur les études cliniques, c'est surtout sur la ventilation, mais surtout, c'est sur les traitements. En médecine générale et aux urgences, on commence à voir pas mal d'études cliniques avec l'échographie. Il y en a une en particulier, dans ce que je vous disais, on attend les résultats pour mardi. C'est une étude clinique qui a été réalisée à Paris, dans l'AP-HP, dans les 5 hôpitaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ce n'est pas celle-là, hein, celle-là, je vous en parle juste après. C'est l'étude de Mehdi Benchoufi. Ils ont ils ont fait une échographie pulmonaire à tous les patients qui se présentaient. Il se trouve qu'ils étaient au départ à l'hôpital Saint-Louis où ils avaient décidé que c'était l'endroit où ils testeraient tout le personnel soignant de la PHP. Donc, qu'est-ce qu'ils leur faisaient pour le dépistage? Ils leur faisaient une PCR, et ils faisaient le scanner et ils faisaient l'écho pulmonaire. Les objectifs, c'était de voir s'il y avait une corrélation entre les signes et l'écho pulmonaire et les signes cliniques. Deuxième objectif, c'était de voir la corrélation entre le scanner et l'échographie. Et troisième objectif, c'était de voir si le médecin non expert, mais plutôt débutant, parvenait quand même à voir les lésions pulmonaires. Donc, on aura, je vous dis, les résultats rapidement, là, maintenant. Je pense que ça va sortir mardi ou mercredi. Là, j'ai eu les investigateurs au téléphone juste avant. Ça va être une étude qui va vraiment nous aider parce que l'échographie a été un petit peu bousculée pendant cette maladie Covid, mais elle va prendre sa place tranquillement et je pense que les places qu'on a vues déjà, ça va être, elle va prendre de plus en plus de place ces jours à venir. Donc là, c'était simplement du descriptif, hein, c'était pour asseoir un petit peu l'échographie, montrer qu'elle était intéressante aussi comme moyen d'imagerie. Les deux autres études qui sont en cours, c'est plus du projet d'ambulatoire. Donc ça, on en parle assez souvent le mardi. Il y a de plus en plus de centres Covid qui se montent avec des locaux des mairies qui proposent des locaux, des sortes de postes avancés où les médecins généralistes peuvent se retrouver, où ils sont équipés avec du matériel pour se protéger. Ils sont un ou deux ou trois selon les centres et il peut même y avoir comme à Chantilly, là ils sont en train de monter un centre où les spécialistes qui savent faire de l'écho de la clinique d'à côté vont venir donner un coup de main aux médecins généralistes avec un échographe et vont comme ça pouvoir dépister peut-être des lésions pulmonaires liées au Covid. Donc c'est des radiologues, des cardios, ils s'associent avec les médecins généralistes, c'est en train de se mettre en place. Quel est leur but? C'est de voir les lésions pulmonaires et de pouvoir suivre les patients, savoir si, selon les lésions pulmonaires, il faut les suivre avec la saturation avec une infirmière à domicile une fois par jour ou 2 fois par jour. Et si, à partir du moment où on a les lésions, comme on leur a montré, de fusée d'épolis ou de condensation, à ce moment-là, il faudra peut-être envisager de les surveiller très précisément, voire de les adresser aux urgences. Donc, le projet d'étude de Yannick Schmitt à Strasbourg, c'est un petit peu ça, hein, c'est le médecin généraliste dans le centre de Covid ou en cabinet ou en visite. Il va évaluer à l'échographie son patient dans les premiers jours des symptômes et ensuite, il va le suivre entre J7 et J10 et il va avoir un suivi téléphonique ensuite à 2 mois pour voir si le patient a été guéri ou hospitalisé. Voilà, c'est en discussion avec le Collège de médecine générale. Je voulais juste vous montrer la feuille de recueil, mais on peut commencer déjà à discuter. La feuille de recueil qui vous permet, voilà, elle est là.
Hop, je vous partage mon écran de nouveau. Si ça vous intéresse de participer aux études ou tout simplement de faire des comptes rendus pour vos échos. Comme je vous le disais, Laurent Diskevich et Laurent Muller, donc deux anesthésiens que vous connaissez bien, mordus d'échographie à la fois cardiaque et de fait pulmonaire aussi, nous ont proposé ce petit recueil de données. Alors évidemment, je vous disais, eux, ils ont rajouté l'échographie cardiaque. Nous, déjà, simplement, on peut voir qu'il y a les données basiques et ensuite, donc, comme je vous disais, les 6 cadrans par poumon, antérieur, supérieur, inférieur, moyen, axillaire, supérieur, inférieur et postérieur, les deux côtés, avec déjà des scores qui nous permettent de voir un petit peu la gravité. C'est surtout pour pouvoir parler le même langage tous. Donc, première échographie, deuxième échographie, troisième échographie, pour essayer d'avoir un suivi d'échographie en ambulatoire pour voir un peu l'évolution. Comme ça, on peut vous dire déjà qu'on a Stéphane Fargeton, là, l'autre jour, qui nous a, un médecin généraliste dans le Tarn, qui nous a montré des images avec des décroissances des images échographiques où la patiente commençait à avoir des images en verre dépoli dans un cadran ou deux. Et il a fait surveiller parce que c'était le week-end par l'infirmière. Et le lundi, elle avait plus de fusées, elle avait des fusées pleurales, mais plus de fusées dépolies. Donc, on voit déjà qu'il y a des évolutions qu'on peut suivre. Voilà, bah, écoutez, je vous propose une petite discussion entre nous. Si vous avez des questions, vous pouvez le poser sur le chat, vous pouvez prendre la parole. Je crois même que vous pouvez lever la main dans les possibilités. Allez-y, on vous en prie, on est là pour discuter. Bonsoir François. Lucie. Ouais, d'abord, bravo, hein, félicitations pour ton travail. Écoute, j'ai vu qu'il y avait des membres de la L, donc, qui ont suivi oui, le site que j'ai mis en ligne. Exactement. De plus en plus. Voilà. Moi, une petite question, là, bon, j'ai la chance, chez nous, il ne se passe que dalle, hein, vraiment. Ouais, chez nous non plus. Méditerranée, le Sud, on a vraiment beaucoup de chance. Ils ont monté un centre Covid, mais ils n'ont pas d'écho. Est-ce que c'est indispensable d'avoir un appareil d'écho dans le centre Covid ? C'est pas indispensable, hein. Nous, loin de nous de dire des choses comme ça. Nous, on dit que voilà, c'est un outil en plus. Et les médecins généralistes sont moins démunis parce que si il faut suivre les gens en ayant simplement la saturation et des signes cliniques frustres, c'est difficile, quoi. Donc, on se dit peut-être qu'avec l'écho, ça apporte un élément de plus. Voilà. Et tu as réussi, depuis que tu t'es lancé dans la formation de médecin généraliste, c'est-à-dire depuis 1 an, tu as réussi à former beaucoup de médecins généralistes ? Alors, sur les formations autres, que ce soit l'échographie abdominale ou musculo-squelettique, on a formé plus de 100 ou 150 médecins. Donc, tu vois Tan à côté qui peut prendre le micro, il a été formé. Voilà, je pense qu'il y en a plusieurs aussi d'autres qui peuvent en témoigner. Voilà. Et Tan fait des échos, je pense que plusieurs fois dans la semaine, que ce soit de l'écho abdo. Voilà. Après, pour ce qui est de l'écho pulmonaire, on est sur des choses beaucoup plus simples, hein. Ouais. Là, sur la vidéo, on vous a proposé vraiment, on fait pas un module, on fait pas un parcours sur l'écho pulmonaire comme on fait habituellement, hein. Parce que là, c'est vraiment des choses très simples qu'on a proposées, hein. Tu vois, les lignes A, les lignes B, on n'est pas rentré dans des choses, autres. Voilà. C'est que, comme toi, je suis convaincu par l'écho. Et Tan, donc, excuse-moi, je te tutoie, tu peux, ça n'a rien à voir avec le sujet de ce soir, tu peux coter tes échos en cabinet ? Oui. Il faut que tu ouvres ton micro, Tan. En bas à gauche. Il faut que tu ouvres le micro. En bas à gauche de ton écran, tu actives. Voilà. Je crois qu'il y a un téléphone. Enfin, François, pour te dire ça, pour coter, on peut coter quand on est médecin généraliste. Il faut justifier d'une formation auprès du Conseil de l'Ordre. Et en même temps, il faut écrire des comptes rendus quand on fait une écho. Voilà, ça c'est Vous m'entendez là ? De faire un compte rendu. Maintenant, on t'entend, vas-y. Oui, j'ai commencé à côté. Au début, je n'osais pas le faire. J'attendais d'être un peu plus à l'aise. Et puis maintenant, j'ai commencé à côté. Ça fait combien de temps à peu près après le début de ta formation ? Tu t'es mis à côté ? Là, j'ai suivi votre formation en écho abdo. Donc j'ai attendu
d'avoir fait 4 ou 5 échos, et puis après, j'ai commencé à côté. Et maintenant, l'écho pleural également. Non, t'as pas fait 4 ou 5 échos, tu as fait plusieurs mois. Non, non. Oui, plusieurs oui, mois. oui, Plusieurs mois de de formation, plusieurs mois où tu as fait d'abord tout seul, enfin d'abord sans côté, puis ensuite tu es à côté. Oui, voilà, j'ai attendu d'avoir un certain coup de main pour être sûr de ne pas coter de façon exagérée. Et là, maintenant, je suis parti dans la cotation systématique. Ouais. Et tu cotes quoi alors? Les cotations habituelles, hein, François. Oui, cotation, l'écho pleural, c'est l'écho pulmonaire et pleural. C'est 30 et quelques euros, je crois. Tu peux mettre une consultation en plus ou tu as que l'un Ah non, 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 c'est-à-dire qu'en fait, non, normalement, tu as le droit de faire une cotation d'acte ou une consultation, mais pas les deux en association, quoi. C'est comme pour les coqueurs, pour un cardiologue, c'est exactement la même chose. Oui, voilà. Parce que là, soit acte technique, soit consultation, en fait. Oui. Pour l'écho pleural, ben, ma foi, j'en fais aux différents stades en cabinet de médecine générale, mais comme j'ai une activité en réa également, ben, je continue à faire mes échos pleurales, mais sur des malades intubés, ventilés, etc. Donc, voilà. Et tu as trouvé des patients dans ton cabinet qui avaient des lésions comme ça? Oui, mais actuellement, en termes de Covid, à Bastia, c'est plutôt calme. Donc, on a des Covid, mais peu sévères. Et voilà. Bah, tiens, tu fais penser à Bastia. Hier, j'étais avec un réanimateur de l'autre syndicat. Lucie, je te donnerai le mail de Christian Arnaud, tu le connais? Non. Ah ben, c'est le président du SNARF avec lequel j'ai d'excellents rapports, on travaille ensemble. Et on a demandé, si vous avez suivi, une compensation à la perte d'activité, même pour toi, Tan. Tan, c'est le cas de dire Nicolas Revel. Donc, pour vous apporter un peu de baume sur le cœur, nous avons demandé une compensation à la perte d'activité Covid. Et pour les gens qui sont comme nous, comme toi, confrontés aux patients Covid en face l'un de l'autre, il y aura une prime Covid qui est demandée. D'accord. N'attendez pas des miracles. Hein. Oui, tu sais, l'Europe, de toute façon, moins il t'en donne, mieux il se porte. Mais il y a quand même une volonté de... Ça bouge. Oui, ça bouge. Oui. Comme les lignes A et B. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être sur je sais pas, sur l'écho, sur la ventilation? Est-ce que vous avez trouvé que c'était intéressant, la ventilation du DV? Ils avaient changé la ventilation sur le phénomène inflammatoire dont tu parlais. Il y en a qui ont modifié la façon de ventiler les patients? Oui, ils ont modifié ça. Il faudra que vous regardiez plus le webinaire d'Adrien. Je vais vous le mettre. Il est aussi sur Invivox. Vous allez pouvoir le trouver. Il était cet après-midi. Je crois qu'il en refait un mardi. Je vais vous le remettre. Il faut que je le trouve. Adrien Rosier, il est vraiment spécialiste. Pardon? Tu le mettras directement. Tu as le mail de Stéphanie là, de la L. Ouais. Tu le balances et tu mets directement Je vais vous le chercher. Oui, Adrien, il explique un petit peu les variations. Après, c'est toujours pareil. Hein, l'idée, c'est toujours d'altérer le moins possible le poumon en allant le ventiler. Donc, c'est pour ça qu'il regarde aussi si l'effet du DV peut être intéressant, parce que si on voit qu'en fait, c'est sur ces patients-là, c'est plus le fait qu'on le laisse allonger, c'est plus la gravité au sens du poids de la terre qui fait que ça condense plutôt que du fait de lésions, quoi. C'est pas comme sur un SDRA habituel, et donc d'où l'intérêt d'avoir véritablement de mettre les patients en DV, parce que ça limite les contraintes qu'on va adresser sur le poumon. Ensuite, il y a plein de choses assez intéressantes là qui sortent sur la ventilation non invasive, sur l'optiflow et tout ça. On avait tendance à pas en faire au départ. Parce qu'on avait peur des projections, peur de la contamination, surtout des soignants.
Et on voyait surtout des patients arriver avec vraiment zéro réserve respiratoire et qu'il fallait intuber tout de suite. Donc, c'était vraiment les premières choses qu'on a eues. C'était très impressionnant. Et finalement, là maintenant, on s'aperçoit peut-être qu'on a des patients qui arrivent peut-être plus tôt. Merci pour le webinaire d'Adrien. Voilà. Il est dans le chat, là, vous pouvez cliquer, vous l'allez le retrouver. Donc, justement, le webinaire d'Adrien, c'est sur la ventilation non invasive dans la maladie du Covid. Et comment il explique ça, comment on peut adapter l'aide en fonction, parce que justement, c'est une atteinte qui est fortement mécanique de la mécanique ventilatoire. Et donc, avec de l'aide inspiratoire, on arrive à passer chez des patients qui ont encore un peu de réserve musculaire. Après, comme je vous disais, là, il y a une nouvelle théorie avec les globules rouges là, qui sont moins porteurs d'oxygène. Ça, on attend d'avancer un peu là-dessus, mais c'était les dernières publications là, qu'on a reçues ces jours-ci. Donc, voilà. Ce qu'il dirait, c'est que les organes doivent se débrouiller avec de l'hémoglobine un peu hypoxique et que donc, ils vont fonctionner en hypoxie. Donc, ça, c'est assez terrifiant. Mais voilà, ça pourrait expliquer, ça agirait comme une porphyrie en fait. Ça pourrait expliquer l'action de l'hydrochloroquine. Il y a encore beaucoup de choses à voir là-dessus. Hein. Ouais. L'hydroxychloroquine, moi, j'avais la notion qu'elle abaisse le pH dans la cellule et elle empêche la réplication du virus. Donc, elle agit comment sur le globule rouge? Ben, là, ça serait une autre théorie avec probablement d'empêcher le fer de sortir du globule, en fait. D'accord. Bon. Alors tout ça, franchement, moi, je pourrais vous envoyer les articles si vous les voulez, mais je suis pas spécialiste là-dessus, quoi. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, je voulais juste revenir sur l'intérêt d'avoir un échographe dans un centre Covid. C'est que moi, à la base, je fais de l'imagerie. Ce qu'il y a de bien, c'est d'avoir une imagerie de base pour pouvoir après se baser dessus pour voir l'évolution. Et je pense que le problème, c'est qu'on peut se baser sur sa clinique et tout ça, mais le fait d'avoir des images propres des mêmes patients à qui on refait la même écho aux mêmes endroits, je pense que ça peut être beaucoup plus intéressant que d'avoir juste l'aspect clinique classique habituel. Voilà, c'est surtout pour ça. C'est ce qu'ils font à Angers. Hein. À Angers, ils font un peu comme s'ils assignaient à résidence les patients, c'est-à-dire qu'ils leur demandent de revenir tous les 2 jours dans le centre Covid. Et tous les 2 jours, ils leur refont une écho pulmonaire. C'est super. Alors après, à Marseille, je sais qu'il y a Thierry Diaz là, qui était avec nous mardi. Si tu veux plus sur les centres Covid, François, on en parle plus le mardi. Donc Thierry, il a... Oui, je connais. Le centre Covid, le petit bémol, si tu veux, donc notre prochain ennemi à nous tous et syndical, ça va être les ARS. Parce que les ARS ont promis de l'argent au centre Covid et n'ont rien donné. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dans les centres Covid. Pas de masque, pas de protection et aucune rémunération. Alors qu'ils avaient prévu les rémunérations, ils ne donnent rien. D'accord. Donc, comment tu veux fonctionner? Ouais. Je sais pas. Nous, dans notre secteur, c'est assez calme. Hein. Les centres Covid ne sont pas hyper utilisés. Et nous, dans notre maison médicale, au point de vue organisationnel, les matinées se passent comme ceci. De 10h à midi, on fait de la téléconsulte. Et l'après-midi, à partir de 16h, je fais venir les patients les patients Covid pour leur faire des échos pleurales jusqu'à la fin de l'après-midi, en début de soirée. Comme ça nous permet de bien aérer les locaux. Désinfecter. Pour ne pas faire se mélanger les patients non Covid et les patients infectés. Quoi. Et la sonde, tu la nettoies comment? C'est super important de bien aérer les locaux, hein, parce que la contamination est vraiment après, pour le nettoyage de la sonde. Ouais, j'utilise des solutés désinfectants virucides. Et après chaque patient, je nettoie la table d'examen, la table où la personne s'est allongée et tout l'appareil, quoi.
et une bonne aération, ouais, parce qu'on n'a pas bien sûr de flux négatifs, mais bon. Gervais, tu peux parler de la Alors, désinfection que souvent, vous faites? selon les appâts, il y a des lingettes, il y a un certain type de lingette, j'ai oublié le nom de la référence. Ça, je pourrais vous la redonner, parce qu'il y a eu des publications au niveau de la Société française de radiologie à ce niveau-là. Après, la première chose, c'est surtout voir au niveau des appareils que vous avez, voir avec les constructeurs, parce que souvent, ils ont, selon la nature de la sonde, il y a des produits qui sont spécifiques pour les différentes sondes. Nous, après, en général, alors c'est surtout bien penser à le faire entre chaque patient, ne pas oublier, alors, moi j'ai un appareil plus gros, donc ne pas oublier les roues, les fils et tout. Chaque patient? Pour chaque patient. Les roues et tout? Ouais. Ça fait du boulot. Hein. Et après, si on a un appareil portable, c'est mieux, hein, mais. C'est pour ça qu'avec avec le Butterfly ou avec des Philips ou avec des scans ou avec tout du U-Light, tout le Sonosite, tout ce que vous avez avec les ultra portables, c'est que ça va quand même plus vite. Après, dans ma pratique à moi, ce qu'il y a, c'est qu'on on est censé avoir un circuit Covid et non Covid. Donc, on s'habille plus spécifiquement quand on sait qu'on a quelqu'un de Covid. Donc là, la salle d'attente est complètement. Il n'y a plus personne. Voilà, et quand c'est le circuit dans le circuit non Covid, on repasse sur un truc un peu plus classique, même si on met toujours les gants, les machins. On a toujours les masques, bien évidemment, mais on ne va pas remettre des surblouses ou remettre d'autres trucs. Mais justement, à ce compte-là, est arrivé le problème où quelqu'un est passé après au scanner en suivant, parce qu'il était venu totalement pour autre chose, aucun symptôme de Covid, absolument rien. Elle venait pour une masse abdominale quelconque, on va dire. Je lui fais l'écho, une grosse masse, on ne peut pas déterminer, on la passe au scanner. Au scanner, on lui fait un TAP, on lui fait le thorax. Le thorax, il y a des lésions de verre dépoli. Après, on l'interroge un peu. Son mari avait le Covid. Voilà. Donc, en fait, à la limite, il faut s'imaginer que toutes les personnes qui viennent sont Covid. Ça, c'est compliqué. Hein. Bon, très bien. Tan, tu pourrais peut-être mardi nous présenter des images si tu as des boucles. Oui, j'espère. Oui, carrément. Super. Bon, très bien. Écoutez, allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci bon beaucoup. Merci. Bon week-end et à mardi. Bon week-end. Et à mardi, voilà. Un petit mot. Je félicite les anesthésistes qui vont partir à Mulhouse, là. Ouais. Qui sont venus se former. Hein. Manu, tu veux dire un mot? Non, il n'est pas connecté. Voilà, donc je les félicite. Voilà, qu'ils se protègent bien. Ouais. Moi, je suis trop vieux, moi. Allez, ciao. Je m'occupe de vous, moi. Voilà. Ciao. Surtout bien se protéger. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Ciao. 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 Merci. À mardi. Merci à vous tous.